Bien, bonsoir à toutes et tous. Il est tout juste 19 heures. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 26 septembre 2022. Donc avant de commencer cette séance, je vais procéder comme de coutume à diverses annonces. Et tout d'abord, il s'agit d'adresser des condoléances. Tout d'abord, je voudrais adresser des condoléances à Madame Delaunay, à toute sa famille, à ses fils, et à Antoine Delaunay, donc notre conseiller départemental, pour le décès de Bruno Delaunay. Donc Bruno Delaunay qui, vous le savez, a été élu de la ville d'Avranches, adjoint de la ville d'Avranches pendant de très nombreuses années. Quelqu'un qui a participé au développement de la commune, notamment dans le domaine des sports, et puis ensuite dans la gestion des deniers de la commune, puisqu'il a été adjoint en charge du budget. Donc c'est vrai que Bruno Delaunay a marqué de sa personnalité pendant plusieurs décennies la vie municipale d'Avranches. Voilà, donc je tenais ce soir à adresser donc nos condoléances à Madame Delaunay, même si, je le sais, plusieurs d'entre vous ont l'occasion de le faire à différentes occasions depuis le décès de son époux. J'adresse aussi des condoléances à la famille Montbrun. Donc j'adresse des condoléances à la famille Montbrun pour le décès de Madame Yvette Montbrun, donc retraitée de la ville. Et ensuite, j'adresse des félicitations à Monsieur Jean-Philippe Deslandes, donc du service aménagement et cadre de vie, pour la naissance de sa fille Alban. Monsieur Huette, vous vouliez prendre la parole? J'y suis parfaitement favorable, même si ce n'est pas une coutume que nous avons adoptée, mais je vous propose de le faire en effet. Je vous remercie. Alors avant de commencer cette séance, je vais demander à Madame Binet de venir à côté de moi, puisque dans l'ordre du tableau, c'est elle qui est désignée secrétaire de séance. Je vais procéder à l'appel, comme de coutume. Donc, Monsieur Jacques Lucas, présent. Annie Parent, Christian Cossec, présent. Martine Laurin, Philippe Collet, présent. Valérie Busson. Présent. Alors, Thierry Pennec est absent, excusez de procuration Madame Laurin. Camille Péché va arriver un peu de retard et en attendant, elle donne procuration à Annie Parent. Michel Guezet, Nadine Calvez, Hervé Lenné, Angélique Ferreira, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, Fabienne Moilic, Germain Delalande, Nadia Marquet, donc absente excusée, donner procuration à Blandine Coquelin, Roland
Roux, absent excusé, donne procuration à Philippe Collet. François Saint-James. Bertrand Claveau. Maurice Lenné. Bernard Talamy. Blandine Coquelin. Jacques Tholon. Stéphanie Bidet. Odile Morel. Alors, Philippe Tissot fait désormais partie du tableau de nos élus municipaux après la démission que j'ai acceptée de Madame Catherine Luxin. Donc Philippe Tissot ne pouvait pas être présent ce soir, mais il a donné procuration à Madame Busson. Ensuite, Monsieur Huette. Madame Marie, va arriver en retard et en attendant, elle a donné pouvoir à Madame Tirard. Bien ça. Jean-Paul Ranchin. Régine Jonchère. Christophe Jardin. Laurence Tirard. Franck Bouffini. Nous avons le quorum et je vous propose d'entamer donc notre séance de ce 26 septembre 2022. Donc dans un premier temps et comme de coutume, je propose d'aborder le compte-rendu de la séance du 27 juin 2022 que vous avez tous reçu et je vous demande si vous avez des observations à faire, demande de modification, d'amendement. C'est bon pour vous tous, donc je passe au vote cette approbation de notre compte-rendu du 27 juin 2022. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas davantage, donc unanimité, je vous remercie. Nous allons donc aborder un chapitre finances qui, dans un premier temps, va me permettre de céder la parole à Philippe Collet, qui va évoquer la question de l'instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Philippe. Rapprocher. Oui. 1, 2. Vas-y. 1, 2, 1, 2. Oui, là, ici. 1, 2. Sinon, c'est en rouge, là. 1, 2, 1, 2. Non. Je vais le faire. Valérie, peut-être. Ah, c'est parti. Alors, merci à la technique. Je remets le petit bout. Alors, je vous disais que j'allais vous parler de fiscalité locale et principalement de l'instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Juste vous préciser qu'il y a deux taxes sur les logements vacants. La bien nommée, c'est la taxe TLV, taxe locale, taxe sur les logements vacants, c'est les fameuses zones sous tension éligibles. Ça concerne les communes de plus de 50 000 habitants qui présentent un déséquilibre réel et un constat est fait entre la demande et l'offre immobilière. Mais c'est pas de celle-ci que je vais vous parler de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Je vais rentrer en lecture. La délibération numéro 7 du 26 septembre 2011 instaure la taxe d'habitation sur les logements vacants sur le territoire de la commune historique d'Avranches. La création de la commune nouvelle nécessite une nouvelle délibération à l'échelle du nouveau territoire. Le Code général des impôts, notamment l'article 1407 bis, permet d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. Cette disposition est destinée à inciter les propriétaires concernés à mettre fin à la vacance, soit en transformant leur logement en résidence principale ou secondaire, soit en le proposant à la location. Le paragraphe suivant, comme j'ai fait le préambule, je ne vais pas vous le lire, je vais simplement vous préciser qu'il nous faut prendre une décision avant le 1er octobre de cette année, ça tombe bien, nous sommes là pour la prendre. Le paragraphe suivant dit la chose suivante. La vacance s'apprécie au sens des 5 et 6 de l'article 232. Le 5 stipule qu'il n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à 90 jours par an. Le 6 nous indique que la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 1379-0 bis lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini par l'article L.
L.302-1 du Code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que celui des communes mentionnées à l'article 232. Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 1414A ne sont pas applicables. En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article ci-contre du Code général des collectivités territoriales. Alors, quels sont les logements concernés? Les seuls logements concernés, c'est-à-dire les seuls locaux à usage d'habitation, on parle d'appartements et de maisons. Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvu des éléments de confort minimum, je les rappelle, installation électrique, eau courante, équipements sanitaires sont concernés par le dispositif. Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1 du Code et de l'article 1407. Les logements meublés, et notamment les résidences secondaires, ne sont pas visés par le dispositif. Sont exonérés également les logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte destinées à être attribuées sous condition de ressources. Alors, appréciation de la vacance. Est considéré comme vacant un logement libre de toute occupation pendant plus de 2 ans consécutifs. Ainsi, pour l'assujettissement à la taxe d'habitation, au titre de l'année N, le logement doit avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1, ainsi qu'au 1er janvier de l'année d'imposition. Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours des 2 années de référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d'une de ces 2 années de référence n'est pas considéré comme vacant. La vacance ne doit pas être involontaire. Considérant que la réduction de la vacance des logements est au cœur des priorités de la commune nouvelle d'Avranches, axée sur le renouvellement urbain et la densification, vu le Code général des impôts, notamment l'article 1407 bis, il est proposé au conseil municipal, il vous est donc proposé à vous conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation sur le territoire de la commune nouvelle d'Avranches et de charger monsieur le maire de notifier cette délibération aux services concernés. Voilà, je te redonne la parole, David. Merci Philippe. Avez-vous des questions, des remarques sur cette proposition? Alors il s'agit en fait d'étendre une délibération que nous avions prise il y a quelques années à l'ensemble de la commune nouvelle, donc à la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il des questions, des remarques? Aucune. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Pas d'opposition, des abstentions peut-être? Pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la question suivante. Donc question numéro 3 qui porte sur la rénovation et modernisation de l'éclairage des salles de sport Robert Duchesnay, mais aussi des terrains de tennis couverts et de demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et c'est Christian Cossec qui rapporte cette question. Voilà. Donc ce dossier est déposé au titre de la catégorie 4.1 de la DETR concernant la rénovation d'équipements publics, plus particulièrement au titre de la transition énergétique de bâtiments communaux, impliquant dans ce cas précis la rénovation et la modernisation de l'éclairage de 2 salles de sport, donc la salle Robert Duchesnay, à Léjac-Anctil, et les tennis couverts rue des Écoles. À cet effet, la commune prévoit un investissement d'environ 94 980 € TTC sur cette thématique en 2022, et s'inscrit ainsi dans un projet éligible à hauteur de 20% de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc vous avez dans le tableau sous les yeux le plan de financement prévu. Donc rénovation et modernisation de l'éclairage 79 150 €. Les recettes prévues 20% de DETR, donc 15 830, et un autofinancement à hauteur de 63 320 €. Donc il s'agit de remplacer en fait des éclairages anciens, des gamelles là, qui éclairent moyennement et puis qui tombent en panne et avec quelques difficultés
de réparation aujourd'hui, de les remplacer par des éclairages LED modernes avec des modulations d'intensité. Donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'approuver ce plan de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2022 par l'obtention d'une subvention d'un montant de 15 830 €, correspondant à 20% du montant des travaux prévus, d'engager les travaux décrits ci-dessus dès remise de l'accusé-réception des services de l'État, et d'autoriser enfin Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Merci Christian. Est-ce que cette demande de subvention appelle des questions, des remarques? Pas de prise de parole? Bien. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette demande de dotation? Pas de vote contre, des abstentions? Pas davantage, donc unanimité. Merci. La question suivante, donc c'est des questions qui relèvent des affaires scolaires, tout autant que les finances, vous me direz. Donc c'est Annie Parent qui va prendre la parole pour évoquer la participation des communes de résidence d'élèves non avranchinés aux frais de fonctionnement de nos écoles maternelles et élémentaires, mais aussi pour les classes d'Ulysse. Donc c'est des unités locales d'inclusion scolaire pour l'année scolaire 2021-2022. Si, oui, effectivement, c'est un sujet récurrent qu'on aborde tous les ans. Donc, la commission des finances a été saisie pour avis en vue de déterminer le montant de la contribution des communes de résidence des élèves scolarisés à Avranches aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune. Sur la base du compte administratif 2021, le coût par élève des frais de fonctionnement des écoles primaires ressort en montant arrondi à 1027 € pour un élève d'école maternelle et à 411 € pour un élève d'école élémentaire. Pour mémoire, ce montant était de 1052 pour un élève d'école maternelle, donc pour l'année 2020-2021, et de 342 € pour un élève d'école élémentaire. Donc ces variations sont liées d'une part aux effectifs et d'autre part aux différents investissements, enfin travaux ou aménagements qui peuvent être faits dans les écoles et qui sont répercutés dans le calcul de ce coût de fonctionnement. En référence à l'article L212-8 du Code de l'éducation, modifié par l'article 113 de la loi numéro 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, j'ouvre les guillemets, les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires, on ferme les guillemets, sont à prendre en compte pour le calcul de la contribution par commune de résidence et par élève dont la famille n'est pas domiciliée à Avranches. Il nous est proposé ce soir, après avis favorable de la Commission des finances, de fixer à 631 € le montant de la participation à demander par élève à chacune des communes concernées, correspondant au coût moyen par élève en montant arrondi pour la ville d'Avranches obtenu pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Annie. Avez-vous des questions ou des remarques? Personne ne souhaite prendre la parole, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Des abstentions peut-être? Pas davantage, donc unanimité. Point suivant. Donc on aborde maintenant la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État pour l'année scolaire 2021-2022. En référence à l'article L442-5 du Code de l'éducation, pour les classes des établissements d'enseignement privé du premier degré ayant passé un contrat d'association avec l'État, les dépenses de fonctionnement, entre guillemets, sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Je ferme les guillemets. Pour calculer la participation de la ville d'Avranches aux frais de fonctionnement des écoles privées d'Avranches, le coût de fonctionnement dans ce que nous venons de voir, le forfait communal, doit être multiplié par le nombre d'élèves scolarisés dans ces écoles privées et dont les familles sont domiciliées à Avranches. Le coût à retenir par élève est obtenu à partir des charges de fonctionnement des écoles publiques sur le temps scolaire, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Sur la base du compte administratif 2021, donc nous venons de le voir, le coût ressort à 1027 € pour un élève d'école maternelle et à 411 € pour un élève d'école élémentaire. Il nous est donc proposé ce soir, après un avis favorable de la Commission des finances, de fixer le montant de la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association à 1027 € par élève pour l'école maternelle et pour un enfant d'école maternelle et à 411 € pour un élève d'école élémentaire. Je précise que la scolarisation en maternelle est obligatoire à partir de 3 ans.
Merci Annie. Y a-t-il des questions? Questions, observations? On passe au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, unanimité, je vous remercie. Donc, point 6. Donc là, il s'agit d'évoquer le fonctionnement de l'école de Saint-Saunier. Oui, la participation de la ville aux frais de fonctionnement de l'école de Saint-Saunier. Donc, on a un rattrapage de l'année 2020-2021 et la participation pour l'année 2021-2022. Par courrier des 19 janvier et 21 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Saunier-sous-Avranches sollicite la ville d'Avranches, sollicite pour la participation aux frais de fonctionnement de l'école publique de Saint-Saunier, calculés à partir d'un coût par élève. Donc le coût par élève pour l'école de Saint-Saunier est de 906 € en maternelle, 566 en élémentaire, pour l'accueil de 16 élèves domiciliés à Avranches, ce qui reviendrait à un montant de 11 096 €. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, le montant demandé pour 16 élèves est de 10 422,17 €. Pour la ville d'Avranches, le coût moyen par élève, nous venons de le voir, est fixé à 631 pour cette année 21-22 et à 595 € pour l'année 2020-2021. Sur ces demandes, donc, la ville d'Avranches a l'habitude d'y répondre favorablement, sous réserve de réciprocité des collectivités, ce qui est le cas avec Saint-Saunier, et dans la limite du coût moyen par élève de la ville d'Avranches, à savoir 595 € pour l'année 2021 et 631 pour l'année 21-22. Il nous est donc proposé ce soir, après un avis favorable de la Commission des finances, le versement des participations aux frais de fonctionnement pour cette école, et les montants s'élèvent au titre de l'année scolaire 2021 à 595 € pour 16 élèves, soit 9 520 €, et au titre de l'année scolaire 21-22 à 631 €, toujours pour 16 élèves, soit 10 096 €. Merci. Est-ce que c'est clair pour tous? Pas de questions. Madame Jonchère. Madame Jonchère. Est-ce que Saint-Saunier aurait oublié une année et se rattrape l'année d'après? Il y a eu un oubli, un problème? Il n'y a pas eu de problème, il y a juste eu des élections à Saint-Saunier, un changement de municipalité, donc voilà. D'autres questions? C'est bon pour vous tous? On peut donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité. Donc j'enchaîne, oui, question 7. Donc c'est exactement la même chose, mais pour l'école du Val-Saint-Père. Et donc là, on a 4 enfants scolarisés à l'école du Val-Saint-Père. Et pour l'année 2021-2022, donc si on multiplie 631 € par 4, on obtient 2524 € de contribution au fonctionnement de l'école du Val-Saint-Père pour les élèves d'Avranches qui sont scolarisés. Bien, bonsoir Camille. Donc on passe au point numéro 8 avec un... On n'a pas délibéré. On n'a pas délibéré, pardon, excuse-moi. Donc, y a-t-il des questions? Excusez-moi, des questions, des remarques? Toujours pas, donc je propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des personnes qui y sont opposées? Pas d'opposition, des abstentions? Pas davantage, donc unanimité, je vous remercie. On passe donc au chapitre Vie associative et sport, un chapitre avec une seule question qui sera rapportée par Christian Cossec, puisque cette question porte sur l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2022. C'est le rectificatif ou plutôt l'addenda ordinaire que nous avons à cette époque chaque année. Voilà. Alors, donc effectivement, c'est la suite. Hein. On a voté un volet important au mois de mai, et donc là, c'est la suite. Hein. C'est souvent des subventions, vous allez voir, hein, qui arrivent parfois au flux, et puis ce qu'on avait déjà voté et qui arrive, les échéances arrivent là. Donc, ce qu'on a présenté l'autre jour à la commission sport et vie associative, et donc qui a été approuvé, un avis favorable de la commission. Donc la liste des subventions ici, donc l'US Avranches Mont-Saint-Michel, 52 000 €, c'est la suite, c'est la deuxième partie de ce qu'on avait déjà voté au printemps.
Donc voilà, ça n'appelle pas de questions particulières. Les frénétiques, il s'agit de l'équipe de 5 jeunes là d'Avranches qui relie Avranches et j'ai oublié Essaouira. Non, c'est pas Essaouira. Essaouira. Au Maroc, en Rosalie, décidément. La Rosalie, vous savez, c'est une espèce de véhicule qu'on voit sur les bords de plage, souvent à 4 roues, avec chacun qui pédale. Donc ils ont un projet, c'est un projet, je l'explique un petit peu parce que il peut être, je l'ai expliqué l'autre jour en commission vie associative. Donc c'est un projet à la fois écologique, parce que l'idée c'est un peu comme vous avez vu le projet qui s'est fait récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, de quelqu'un qui a fait Paris-Nantes en char à voile. Et ça a bien marché, il a mis un peu de temps, mais ça a marché. Donc là, en l'occurrence, eux, ils rejoignent, ils descendent au Maroc avec cette Rosalie, et puis au fur et à mesure de leur trajet, ils vont faire des actions écologiques de nettoyage de plage, quand ils vont atteindre la côte, au-delà de Nantes ensuite. Voilà. Et donc, on a proposé, la commission des vies associatives s'est montrée favorable, 200 € de soutien, comme on le fait depuis quand on a des demandes de jeunes Avranchinais qui demandent par exemple, qui font le 4L Trophy ou des choses comme ça. Voilà, les 200, c'est ce qu'on avait convenu, et je suis resté. La proposition que j'avais faite à la commission et qui a été acceptée était celle-ci. À Brincart, alors ici, je pense que je ne sais pas, je pense que c'est possible peut-être de retirer cette ligne pour une raison, alors Quentin pourra en dire plus tout à l'heure, mais on a appris aujourd'hui que l'association se met en sommeil, et donc il faut que je vois avec eux. Donc l'idée, on avait la commission des finances commission de vie associative avait émis un avis favorable. À Brincart, c'est l'association des commerçants du quartier Saint-Gervais, et c'était une subvention pour l'organisation des marchés d'été qui ont été organisés cet été. Donc, et on apprend, alors j'avais pas la nouvelle, moi on a appris ça aujourd'hui, donc c'est un peu embêtant, moi je pensais qu'il continuait un peu, mais et donc l'idée c'est comme ils se mettent en sommeil, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de voir avec eux où en sont leurs finances, parce qu'il ne s'agirait pas de verser 2000 € à une association qui disparaît, quoi. Voilà, et donc en tout cas on s'engage, l'idée c'est de s'engager à les soutenir, comme on l'avait fait, mais je souhaite savoir où ils en sont exactement. Voilà, si cette ligne peut être retirée maintenant, je le soumets, on le soumettra au vote si vous le souhaitez tout à l'heure. Les subventions exceptionnelles, l'Athletic Club, c'est une subvention qu'on avait déjà votée au mois de juin, et qu'on avait, qui n'était pas apparu sur le procès verbal du versement des subventions. Donc, on avait voté pour, et elle n'était pas apparue. Donc, c'est pas une nouvelle subvention, c'est la même, mais cette fois-ci, on l'a fait apparaître clairement dans le procès verbal du conseil municipal. Donc, c'est pas une nouvelle. La CPG, donc CATM, les anciens combattants, 1000 € qui nous ont demandé, c'est une demande en fait de l'association pour le renouvellement d'un drapeau, de porte-drapeau. Alors j'étais un peu surpris par le coût des drapeaux, mais c'est le coût des drapeaux, 1000 € à peu près. Donc voilà, ça c'est une proposition qu'on a faite. Deux autres, les subventions ensuite dans le sport, comme nouvelle en tout cas, c'est la pétanque avranchinaise, 3000 € pour leur accession à la Nationale 3 de pétanque, qui va entraîner des frais de déplacement importants, et également pour leur accession, enfin leur parcours l'an dernier, qui les a menés jusqu'au 8e de finale de la Coupe de France de pétanque. Donc voilà, ça c'est la partie pétanque. Et pour le handball, 3000 € également pour leur accession à Nationale 3, qui les conduit à avoir un tiers du championnat qui se trouve en région parisienne, donc des coûts de frais de déplacement qui ont augmenté. Enfin, l'association Corbach Avranches Amitié, 2500 € pour leur fonctionnement, et notamment en lien avec le fonctionnement et les coûts de fonctionnement liés à l'accueil d'une délégation allemande qui s'est déroulée il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà. Donc, la dépense est prévue au budget de la vie associative, aux sections fonctionnement chapitre 65, article 65-74. Donc l'idée, voilà, on vous propose de voter ces délibérations, ces propositions, avec le retrait de la ligne à Brincart pour l'instant, qu'on réexaminera au prochain conseil municipal et à la prochaine commission vie associative. Merci Christian. Y a-t-il des réactions, des questions qui viennent à l'esprit?
Monsieur Ranchin. Simplement une remarque. Bouger avec Avranches se met en sommeil, à Brincart se met en sommeil. Il y a une épidémie sur les associations de commerçants à Avranches? Je vous laisse leur poser la question. C'est pas tout à fait le sentiment que j'ai, mais... Si on a les deux associations de commerçants qui cessent leur activité pour, l'animation, puisque c'est essentiellement le but, je pense que, vu ce qu'on a pu lire dans les journaux et vu ce qui se passe avec M. Pirat, j'ai pas de commentaire. Monsieur Tiercelin. Concernant un Brincart, c'est une mise en sommeil, donc je viens d'appeler le bureau, tout simplement par manque de bénévoles. C'est juste ça. Ils espèrent justement, en alertant la mise en sommeil à leur AG cette semaine, je crois, la mobilisation de commerçants du quartier pour les aider à porter les animations. C'est uniquement ça la raison de la mise en sommeil. D'accord, merci. Par ailleurs, je tiens, nous avons organisé, la ville a organisé la petite braderie de la Fête des Trois Quartiers. Je voudrais saluer le dynamisme de l'association des quartiers avranchinais et la participation active de l'association des entrepreneurs de la baie, qui a accepté de nous épauler pour l'organisation de cette petite braderie. Donc on voit qu'il y a malgré tout un dynamisme économique qui se traduit dans le milieu associatif et qui travaille, il me semble, plutôt bien que la commune d'Avranches. Y a-t-il d'autres questions, remarques, avant qu'on passe au vote? Donc, on prend note de ce que tu as dit, Christian. Donc, on temporise sur les 2000 euros à destination donc de cette association qui elle-même attend de remobiliser des commerçants dans le quartier en question. Et puis, on prend note qu'il y a cette subvention à l'Athletic Club qui était sur lequel on s'était déjà prononcé, mais auquel on formalise les choses d'une manière correcte. Voilà. Bien, y a-t-il des personnes qui s'opposent? Pas de vote contre, des abstentions peut-être. Il n'y en a pas davantage, donc je vous remercie pour cette unanimité. On va aborder le chapitre urbanisme et travaux, et notamment le site de l'usine à gaz, de l'ancienne usine à gaz, avec une cession de parcelles à l'établissement public foncier de Normandie. Et pour cette question, c'est donc Michel Guezet, si je ne m'abuse. Non, c'est Jacques Lucas, pardon. Donc le projet de la municipalité est de réaliser la dépollution du site de l'ancienne usine à gaz et son réaménagement dans un objectif de développement durable. La ville d'Avranches a sollicité l'établissement public foncier de Normandie afin de procéder à l'acquisition de l'ensemble du site destiné à une opération d'aménagement paysager après intervention du fonds Friche pour dépollution et démolition. Les enjeux de pollution sont très importants. Des pollutions de type hydrocarbures et cyanure ont été identifiés dans les sols du site, déchets hydrocarburés, éléments d'hydrocarbures également présents dans les eaux souterraines. Ces opérations de dépollution ont pour objectif de redonner une fonction au site actuellement en friche. L'aménagement du site de l'ancienne usine à gaz sera à mettre en lien avec le futur réaménagement de la salle Victor Hugo. Le site pourrait s'inscrire dans un réseau de circuits pédestres autour de la ville, reliant les autres points d'intérêt Belvédère, Victor Hugo, Jardin des Plantes. Ce site pourrait également servir de lieu pédagogique, étant une innovation en termes de gestion de la pollution par les systèmes plantés, stratégie de phytomanagement. Cette réflexion sur les connexions entre les différents points d'intérêt ainsi que l'aménagement de l'esplanade et les essences de plantes à retenir sur la zone de phytomanagement passive sont à intégrer dans l'étude paysagère à réaliser sous maîtrise d'ouvrage de la ville. Dans le cadre de ces opérations de dépollution, la ville a délégué, par convention, la gestion de ces travaux à l'établissement public foncier de Normandie. Afin de procéder à l'exécution de ces prestations, la ville d'Avranches doit céder la parcelle cadastrée AT 195 d'une superficie de 3082 m² au profit de l'EPFN pour l'euro symbolique, vente qui doit faire l'objet d'un acte notarié. Donc je vous passe les vues des considérants.
Donc, après l'avis favorable de la commission urbanisme et travaux en date du 22 février 2022, il est proposé au conseil municipal de la ville d'Avranches de décider la cession de la propriété immobilière à Avranches, rue des Nupiers, cadastrée AT 195, d'une superficie de 3082 m², dans le respect des règles du droit civil régissant la cession immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur, d'indiquer la désignation de l'immeuble cédé, entre autres ancienne usine à gaz, d'autoriser le maire ou son représentant à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré dite amiable, dans les conditions prévues au Code général des collectivités territoriales et dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun, d'accepter la cession de cet ensemble immobilier rue des Nupiers au profit de l'établissement public foncier de Normandie, de fixer le prix de cession à 1 € hors frais de notaire qui seront réglés par l'acquéreur, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié ainsi que tout document se rapportant à cette transaction. Merci Jacques. Avez-vous besoin de précision? Avez-vous des commentaires à faire? Personne? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il personne qui vote contre? D'autres qui s'opposent? Donc unanimité, je vous remercie. Alors on va aborder le chapitre musée et patrimoine. Annie Parent va nous parler de la restauration et du prêt du reliquaire du crâne de Saint-Aubert. C'est bon? Effectivement. Donc en 2023, le Centre des Monuments Nationaux organisera à l'abbaye du Mont-Saint-Michel un événement autour du millénaire de l'abbatiale. Dans ce cadre, une exposition y prendra place d'avril à novembre 2023, exposition intitulée « La demeure de l'Archange, art, architecture et dévotion à l'abbatiale du Mont-Saint-Michel 1023-2023 ». Parmi les thèmes évoqués figure en bonne place la dévotion à l'Archange, en lien avec le développement des pèlerinages, sans omettre le rôle du saint fondateur, Aubert, dont la ville d'Avranches conserve aujourd'hui le chef, abrité dans un reliquaire en la basilique Saint-Gervais. Le Centre des Monuments Nationaux sollicite donc un prêt du 13 mars au 20 novembre 2023, du reliquaire du chef de Saint-Aubert et des moules à enseigne de pèlerinage conservés au scriptorial dont la liste sera établie conjointement avec l'emprunteur. Le reliquaire étant classé monument historique au titre objet, un accord de la conservatrice des monuments historiques est nécessaire. Celle-ci préconise une restauration afin notamment de consolider les éléments risquant de se détacher. Par ailleurs, des modalités de transport nécessitant la création d'une caisse dédiée et le recours à un transport spécialisé sont fixés. Le devis d'une restauratrice spécialisée dans l'orfèvrerie se décompose en deux parties. D'une part, la conservation-restauration, constat d'état et rapport, démontage, nettoyage, consolidation, fourniture de matériel spécifique, assurance, le tout pour un montant de 8 000 € hors taxe, et d'autre part, des interventions diverses comme la fabrication de la caisse de transport, la dépose et mise en caisse, le transport à l'atelier, le retour du Mont-Saint-Michel à Avranches, le tout pour 11 217 € hors taxe. La commune étant propriétaire de l'objet, c'est à elle de faire la demande et d'assurer le paiement, mais cette opération est entièrement financée au titre de la protection des objets classés, par le recours à du mécénat et par le versement du reste à charge par l'emprunteur, comme cela est le cas lors d'expositions. Le montant total est de 23 060 € et 40 centimes, toutes taxes comprises, pris en charge selon le tableau de financement prévisionnel suivant. Donc l'État prendrait en charge, donc la DRAC prendrait en charge 60% du montant, soit 13 836,24 €. Le département, au titre de la conservation des antiquités et objets d'art, 15%, donc soit 3 459,06 €. Le mécénat, le club des mécènes et la fondation du patrimoine, 16,4%, 3 781,91 €. Soit un reste à charge pour l'emprunteur, c'est-à-dire le Centre des Monuments Nationaux, de 8,6%, c'est-à-dire 1 983,19 €. La restauration ayant lieu dès février 2023, cette opération devra être attachée au budget d'investissement 2023. Compte tenu du caractère sacré de la relique, c'est le curé affectataire de la paroisse Saint-Gervais qui en assurera le retrait le temps de la restauration.
Le crâne sera alors placé dans un reliquaire prêté par la conservation des antiquités et objets d'art dans la même vitrine du trésor Saint-Gervais pour être ensuite acheminé jusqu'au Mont-Saint-Michel au cours d'une cérémonie. Après avis favorable de la commission Éducation, Culture et Patrimoine, il sera proposé au conseil municipal d'approuver le prêt auprès du Centre des Monuments Nationaux, du reliquaire du chef de Saint-Aubert de mars à novembre 2023 et des moules à enseigne de pèlerinage. Il sera ensuite également proposé au conseil municipal d'approuver la demande de restauration avec le plan de financement prévisionnel présenté. Merci Annie. Est-ce que cette présentation appelle des questions ou des remarques? Personne ne souhaite intervenir. Madame Jonchère. Peut-on avoir un point sur les travaux de l'église Saint-Gervais? Parce qu'il serait de bon ton et très agréable que, effectivement, le reliquaire et la relique puissent réintégrer après l'exposition au Mont-Saint-Michel une église enfin rénovée et où les travaux puissent, peut-être ont déjà commencé, enfin je m'inquiète, donc j'aimerais avoir des précisions si c'était possible. Donc là, le service des marchés publics est en train de finaliser les appels d'offres pour que les entreprises puissent répondre et commencer les travaux. Des travaux qui devaient commencer normalement l'année dernière. Le temps, vous l'avez dit, n'est-ce pas, est très long. Oui. Nous avons 200 ans pour y arriver. C'est à peu près ça. C'était tout à fait votre réponse. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres interventions? Bien, je propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cela? Pas d'opposition, des abstentions, pas davantage, donc l'unanimité, je vous remercie. On va passer au chapitre personnel. Oh pardon, excuse-moi, oui, il y a l'attribution d'un prix de la ville d'Avranches à l'occasion donc de cette 4e biennale d'art contemporain Art Avranches. Donc c'est toujours Annie qui rapporte, pardon. La ville d'Avranches a mis la salle du Haras à la disposition de l'association Artistes en Normandie du 10 au 12 septembre 2022 pour exposer tableaux et sculptures. Cette exposition, regroupant près de 600 œuvres réalisées par une quarantaine d'artistes, était accessible gratuitement et s'adressait à tous les publics. Des élèves des établissements scolaires d'Avranches ont été accueillis le lundi 12 septembre afin de rencontrer et d'échanger avec les artistes. Afin de récompenser une œuvre, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions, une œuvre est désignée par le prix de la ville d'Avranches. L'attribution de ce prix se fait après délibération d'un jury, composé notamment de monsieur le maire de la commune nouvelle, d'un élu de la commission culture de la ville d'Avranches, de représentants des galeries d'art locales, de professeurs d'art plastique des établissements scolaires d'Avranches et de l'école des arts de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, et d'agents du service des musées de la ville et du service culturel communautaire. J'ajouterai qu'il y avait également un membre du conseil citoyen du quartier prioritaire de la Turfaudière. Ainsi, après avis favorable de la commission Éducation, Culture et Patrimoine, il sera proposé au conseil municipal d'attribuer un prix de 300 € à l'artiste sélectionné par le jury dans le cadre de la biennale d'art contemporain à Avranches, soit la même somme que les années précédentes. Alors, cette question, on aurait bien aimé délibérer, évidemment, avant que le jury se réunisse et avant que l'événement ait lieu, mais la demande de l'association la confirmation de l'organisation de l'événement par l'association est parvenue après le dernier conseil municipal de juin, et donc nous ne pouvions pas délibérer auparavant. Et il y a 2 ans, c'était la même chose. Donc voilà, je vous remercie de bien vouloir accepter de délibérer après la tenue de l'événement et surtout la promesse d'un prix à une artiste par la ville. Merci Annie. Avez-vous des remarques ou des questions? Sachant que c'était déjà le cas il y a 2 ans. Je crois qu'on avait eu le même souci, même si c'est pas vraiment un souci. Mais pas de remarques, pas de questions? Ah pardon, question. Une remarque. Moi, je sais pas si vous avez été nombreux à y aller. Moi, j'ai trouvé
cette expo particulièrement remarquable et très riche. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié, moi qui suis pas un connaisseur particulier, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette expo qui est vraiment, je trouve, de grande qualité, qui vient donc tous les 2 ans, comme son nom l'indique, à Avranches, depuis plusieurs années. Et puis les artistes, en tout cas, qui ont exposé, qui sont là, ont plutôt apprécié et reviennent avec beaucoup de satisfaction. Et je tiens à souligner aussi, parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cet événement, que cette association, si toutes avaient une organisation pareille pour préparer leurs événements, eh bien les choses seraient très faciles, parce que ce sont vraiment des gens qui facilitent beaucoup les choses, et donc je tiens à le dire ici publiquement. Merci Christian. Y a-t-il d'autres prises de parole? On peut passer au vote. Bien, y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre l'attribution de ce prix? Des abstentions peut-être? Pas l'abstention, donc unanimité, je vous remercie. Donc on va aborder le chapitre personnel. Je vais céder la parole à Valérie Busson pour aborder le point 12. Donc il s'agit d'une modification de grade dans le cadre de la vie associative et du sport. Et cela concerne également c'est un poste d'agent des espaces verts. Merci David, ça clignote, donc voilà, c'est bon. Alors, effectivement, des modifications de grade pour les 2 premières questions qui me concernent. Il s'agit, et vous en avez pris l'habitude, d'un jeu d'écriture pour permettre au tableau des effectifs d'être en accordance avec les personnes qui effectivement occupent ces postes. Donc le premier, il s'agit d'un poste d'agent d'entretien et de maintenance des équipements sportifs du service de la vie associative et sport. En fait, quelqu'un a quitté la commune au 30 juin. Alors c'est pour ça que là sera pourvu, mais c'est déjà fait par quelqu'un qui est arrivé en contrat au 1er septembre, qui sera stagiairisé au mois de novembre. Le précédent grade était d'adjoint technique principal 2e classe. Il est transformé sur ce poste en adjoint technique. Les missions, je vous laisse les lire, elles sont relativement claires, Donc voilà, pas d'impact sur la masse salariale puisque le poste existait déjà et que la ville, bien sûr, souhaite procéder au remplacement de ce poste. Donc après avis favorable de la commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de modifier ce poste permanent sur le grade d'adjoint technique territorial de catégorie C à temps complet et de supprimer le grade d'adjoint technique et principal 2e classe pour permettre de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Avez-vous des questions, des remarques? Personne ne souhaite prendre la parole, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, donc c'est de l'unanimité. Point 13, donc modification de grade, police municipale, poste de policier municipal. Oui, tout à fait. Donc, il y a un agent qui occupait un poste de policier municipal sur le grade de brigadier chef principal. Il quitte la collectivité par voie de mutation au 1er octobre. Là encore, nous recrutons quelqu'un qui ne sera pas brigadier principal, mais brigadier. C'est quelqu'un qui est lauréat du concours. Comme le poste existe déjà, pas d'impact sur la masse salariale, crédit budgété au chapitre 12. Donc, après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, de modifier ce poste permanent sur le grade de gardien brigadier de catégorie C à temps complet et de supprimer le grade de brigadier chef principal pour permettre de modifier le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des questions ou des remarques? Personne ne souhaite prendre la parole. Bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Le point 14, donc création d'un poste temporaire assistant à la direction générale. Oui. Suite au départ de la secrétaire de Monsieur le maire vers un autre service à sa demande et pour les besoins de la direction générale, il est proposé le recrutement sur un poste temporaire d'un assistant à la direction générale en lien avec Monsieur le maire et
le DGS pour assurer des missions d'organisation de l'agenda de Monsieur le maire, organisation des réunions transversales, recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et mails aux personnes compétentes, assurer l'appui auprès du DGS et du maire, rédaction de notes, courriers, préparation et participation à des réunions, ainsi que l'appui en termes d'organisation professionnelle, de gestion administrative, d'information, de suivi de dossiers. Donc c'est un poste temporaire parce que, évidemment, un poste d'assistant à la direction générale ne se pourvoit pas comme ça et que pour l'instant, nous n'avons pas de candidature qui nous permettrait de remplir ce poste. Par contre, nous avons quelqu'un là qui, à compter du 1er octobre, peut effectuer ces tâches. Donc, poste pourvu par un agent de catégorie C de la filière administrative sur le grade d'adjoint administratif. Coût du poste, environ 7 500 € pour la période susnommée. Crédits qui ont été inscrits au chapitre 12 du budget de la collectivité, charge du personnel. Donc, après avis favorable de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, la création de ce poste dans les conditions que je viens de vous énoncer et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des questions ou des remarques? Personne ne souhaite prendre la parole. Donc, je passe au vote cette question. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité, je vous remercie. Et enfin, dernier point du chapitre personnel, donc c'est le point 15, modification d'un poste temporaire accompagnant d'élèves en situation de handicap. Oui, merci David. Donc vous connaissez notre engagement à vouloir accompagner les élèves en situation de handicap pour, si je puis dire ainsi, suppléer au fait que l'éducation nationale ne prend plus en charge le temps d'accompagnement des élèves sur le temps du midi, temps du déjeuner, donc temps périscolaire. Nous avions déjà l'an passé fait une délibération pour accompagner une élève. Il y a déjà une délibération également pour ce poste qui avait été renouvelée. Cette année, il s'agit d'un autre enfant pour lequel le temps de scolarisation est inférieur à celui de l'année dernière et il a d'autres soins à d'autres endroits. Et donc, on vous demande l'accompagnement de cet élève au 4/35e du 1-10 2022 au 7-7 2023 sur la base des articles nommés. Et après avis favorable à l'unanimité de la commission du personnel, il vous est proposé à vous, conseil municipal, la modification de ce poste dans les conditions décrites et d'en modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Personne. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, pas davantage, donc l'unanimité. Donc il nous reste à évoquer Monsieur Vette. Ça y est. Voilà, je vous remercie. À l'issue de ces questions relatives au personnel, je souhaiterais aborder, au nom du groupe de l'opposition, le sujet difficile des relations au sein des services de la ville. Et s'agissant d'un dossier difficile et délicat, je souhaite le faire, et je le dis en introduction, de manière aussi factuelle que possible. Récemment, des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, à l'unanimité, ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de dysfonctionnement ou de situation dégradée au sein de la communauté d'agglomération. La presse a relayé les propos de ces organisations syndicales et le dernier conseil communautaire s'est saisi de cette question et il y a eu des échanges initiés notamment par notre collègue Jean-Paul Ranchin. Cette situation est bien évidemment inquiétante, mais pas surprenante. Ce qui est surprenant, la véritable surprise en fait, c'est que ces révélations interviennent aussi tard, parce que ça faisait déjà quelque temps
qu'à la communauté d'agglomération, selon les dires même d'un certain nombre d'agents, la situation s'était largement dégradée. Pour mémoire, 3 directeurs généraux des services se sont succédés en 5 ans et de nombreux agents, cadres ou non cadres, ont quitté leurs fonctions à la communauté d'agglomération. La situation de la ville d'Avranches est identique. Je rappelle en effet qu'il y a eu, depuis 4 ans ou 5 ans, de nombreux départs de cadres. J'en cite un, c'est l'ancien directeur des services techniques qui avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été, bien entendu, examinée par le conseil de discipline au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale, lequel conseil de discipline, à l'unanimité, a rejeté la procédure disciplinaire engagée contre cet agent par la ville d'Avranches. Donc, en clair, le conseil de discipline, à l'unanimité, a donné tort à la ville d'Avranches sur cette procédure disciplinaire. Je ne cite que ce cas-là pour rester dans le factuel et pour ne pas être trop long. Également, au sein de la ville d'Avranches, de nombreux départs sont intervenus depuis quelques années, des cadres, des agents, soit sous forme de rupture conventionnelle, soit sous forme de démission, soit enfin sous forme d'arrêt de maladie. Si vous vous en souvenez, nous vous avons déjà interrogé sur cette situation inquiétante, en vous demandant des précisions sur la situation de certains agents, sans les nommer d'ailleurs, puisqu'il ne convient pas de les nommer, en tout cas certainement pas dans une séance publique, mais nous avions demandé un certain nombre d'indications. Pour toute réponse, et je me souviens que c'était Madame Busson qui avait répondu, on avait reçu des dénégations formelles, mais pas du tout argumentées ni fondées. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. De nombreux agents de la ville d'Avranches, je le dis parce que je les ai rencontrés, incidemment parfois à leur demande à d'autres reprises, m'ont indiqué, sous le sceau de la plus grande discrétion par crainte de représailles ultérieures, m'ont indiqué qu'au sein des services de la ville d'Avranches, il y avait effectivement des difficultés importantes. Un climat lourd, pesant, qu'ils avaient, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup de difficultés à supporter. C'est une question importante, je crois la traiter ce soir d'une façon factuelle et d'une façon non polémique, parce que c'est un dossier important. Et je souhaiterais que l'on tire toutes les conclusions, toutes les conséquences de ce qui se passe actuellement à la communauté d'agglomération, parce que, encore une fois, manifestement, il se passe les mêmes choses au sein des services de la ville d'Avranches. Donc, monsieur le maire, je vous le dis au nom de l'opposition, je vous le dis aussi parce que je crois que c'est mon devoir, notre devoir vis-à-vis des agents de la ville, vous ne pouvez pas rester simplement dans une position qui consiste à dire non, il n'y a aucun problème, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est faux. Tout ne va pas pour le mieux dans les relations que vous avez, pas vous personnellement, mais que la ville et qu'un certain nombre d'élus peuvent avoir avec les agents de la ville. Vous ne pouvez pas vous contenter du déni, vous ne pouvez pas vous contenter du repli sur soi ou du repli sur vous. Vous devez, parce que vous en êtes le responsable et le garant, faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue social au sein des services de la ville, ce qui n'est pas toujours le cas, mis à part, bien entendu, les réunions institutionnelles des comités techniques ou des commissions diverses et variées. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce sont les rapports directs avec le personnel. Et je vous demande donc de veiller à ce que, contrairement à ce qui se passe manifestement au sein de la communauté d'agglomération et contrairement à ce qui se passe manifestement aussi au sein des services de la ville, il y ait un véritable dialogue social et que les agents de la ville
soient respectés. Un certain nombre d'entre eux m'ont dit, et je m'arrêterai là, un certain nombre d'entre eux m'ont dit qu'un certain nombre d'élus ne le connaissaient pas, ne les saluaient pas lorsqu'ils les croisaient. Vous voyez que je ne mets pas en œuvre des accusations extraordinaires, mais des relations sociales, ça commence comme ça. Voilà. Manifestement, il y a aussi un malaise au sein des services de la ville. Je souhaiterais que vous puissiez en dire quelques mots, que vous nous donniez votre vision des choses, l'impression que vous avez vous, et puis que dans les semaines et les mois qui viennent, on fasse un point sur les difficultés, parce que je n'en ai cité qu'une ou deux, mais la liste est relativement longue, et je suis prêt à m'en entretenir avec vous. Oui, vous souriez, Monsieur Lucas, mais c'est pas un sujet plaisant du tout. Et votre sourire est vraiment totalement superflu. Oui, si. Donc, moi je vous demande, en tout cas, de veiller à ce qu'il y ait un véritable dialogue social, qu'il n'y ait pas les difficultés qu'il y a déjà eu, avec un certain nombre d'agents, et que vous teniez informé l'ensemble du conseil municipal, que vous fassiez une sorte d'état des lieux, et que vous nous disiez, on a repéré tel ou tel problème, tel ou tel dysfonctionnement, et voilà les solutions, voilà les remèdes que l'on pense apporter à ces difficultés-là ou à ces dysfonctionnements-là. Bien, écoutez, je me doutais bien évidemment que vous alliez prendre le relais ici même de votre collègue Jean-Paul Ranchin, qui en effet a pris la parole à la communauté d'agglomération, et force est de constater que, comment dire, ces propos n'ont pas plu à tout le monde, y compris aux représentants du personnel. Alors, c'est pas le lieu de parler de la communauté d'agglomération, mais je vais vous en dire deux mots. Alors, il est vrai que j'ai fait le choix, depuis 2017, de déléguer pleinement la question des ressources humaines à un vice-président ou une vice-présidente. Voilà. Et au vu de la situation qui s'est visiblement dégradée, situation alors qu'on a porté à ma connaissance relativement récemment, j'ai décidé, c'est effectif depuis aujourd'hui, de reprendre la présidence des instances paritaires, comme on les appelle. Donc c'est CT, CHSCT, et à la demande des agents représentants du personnel de la communauté d'agglomération, donc je tiendrai un CHSCT mercredi après-midi pour prendre la mesure de ce qui se passe et de ce qui a été relié par la presse, même si, je le rappelle, ça a été dit clairement, les représentants du personnel syndiqué de la communauté d'agglomération condamnent ce courrier qui a été adressé par la CFDT par M. Bottella, que vous connaissez bien d'ailleurs, si je crois savoir, si vous le connaissez bien. Si. Nous nous sommes vus ensemble. Concernant la ville. Alors, concernant la ville, c'est intéressant que vous parliez de cela, puisque, alors il y a peut-être des agents, en effet, qui sont venus vous voir. J'aimerais bien qu'on se voit, justement, qu'on en discute. Je tiens à signaler quand même que nous avons pris la peine, en début de mandat, à partir de 2020, de nous engager dans un projet d'administration, ayant précisément vocation à faire adhérer les agents au projet politique. Et je rappelle aussi que notre programme pluriannuel d'investissement est calé sur ce projet d'administration. Et dans le cadre de la mise en place de ce projet d'administration, il y a tous les ans, organisé par un agent de la collectivité, avec les membres du comité de direction, une journée de cohésion. Cette journée de cohésion a eu lieu la semaine dernière. Il y avait plus de 110 agents qui étaient présents et qui ont participé à cette journée de cohésion, à laquelle participaient aussi beaucoup d'élus. Donc, c'est une réponse à ce que vous signalez, c'est-à-dire que pour essayer de faire se connaître les agents entre eux, puisque vous savez, la commune est grande et il y a beaucoup de lieux de travail, et ces agents sont répartis et ne se connaissent pas forcément, et pour permettre aux collègues élus d'être connus par ces agents, eh bien, nous organisons ces journées de cohésion. Et puis, il faut savoir que régulièrement, des visites sont organisées dans les services. Toutes les semaines, tous les mercredis matins, en amont du comité d'orientation de la communauté d'agglomération, avec le directeur général des services, je me déplace dans tous les services, à tour de rôle. Et ces moments, qui sont donc hebdomadaires, permettent justement d'avoir une discussion à bâton rompu avec les chefs de service, avec les agents,
dans un cadre plutôt convivial. Et je pense que c'est un moyen extrêmement concret et efficace d'identifier d'éventuels problèmes. Voilà. Autre mesure que nous avons mis en œuvre de longue date, c'est l'accueil des nouveaux agents dans la commune. 4 fois par an, nous avons, sur une journée complète, un temps qui nous permet d'accueillir les agents, de leur présenter la collectivité, de leur présenter le projet d'administration, le projet politique, et il y a tout au long de l'année un suivi avec ces agents autour de ces 2 dimensions, donc projet politique, projet d'administration. Et je pense par conséquent qu'il y a à l'échelle de notre commune des outils qui sont en place et qui permettent de veiller à ce que les choses se passent bien. Vous parliez des syndicats. Bien, les syndicats, on les rencontre toutes les 2 semaines. Et je préside le comité technique et le CHSCT. Très honnêtement, et mes collègues qui sont présents, et je pense même les membres de l'opposition qui viennent, je pense notamment à Mme Tirard qui était présente, diront que le climat au sein de ces instances, où siègent les syndicats, est plutôt bon. Et que lorsqu'il y a des discussions, eh bien, elles se passent très bien, et que lorsqu'il y a des problèmes à régler, nous les réglons immédiatement. Donc, je suis à votre disposition pour discuter, pour voir concrètement quelles sont les informations que vous avez, et de quelle façon, s'il y avait des problèmes, nous pourrions les régler. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui siègent au sein du comité technique et qui veulent intervenir. Peut-être Valérie Busson, en charge des ressources humaines. Juste petite réponse au déni que vous me disiez tout à l'heure concernant une première intervention au tout début de notre mandat où vous m'aviez interpellé quant au mal-être. Je m'en souviens très bien effectivement. Je vous avais répondu que je n'en avais pas connaissance. Pour mémoire, nous avons été élus dans une période Covid et post-Covid. Sincèrement, j'ai mis beaucoup de temps et je n'ai toujours pas identifié les environ 200 agents de la ville malgré beaucoup d'efforts. J'ai connu une année complète masquée. C'est pas simple. Les agents nous identifient parce que nous sommes peu nombreux parmi les adjoints. Pour moi, ça a été compliqué. Par contre, j'ai toujours répondu par téléphone ou en entretien quand ça m'était demandé à toutes les demandes. Je n'en ai rejeté aucune. Des agents qui ont souhaité me voir, encore une il y a une quinzaine de jours, a souhaité me rencontrer. Je me suis toujours rendue disponible. J'ai participé à la journée de cohésion mercredi dernier. J'ai tenté de faire connaissance avec d'autres personnes. Et sachez que je suis très vigilante à l'idée de mal-être et que je suis toujours prête à être à l'écoute. Cependant, je ne nie pas que probablement certains agents ne vont pas très bien. Oui, Angélique. Effectivement, je ne minimise pas non plus le mal-être qu'il peut y avoir chez des agents parce que ça arrive partout, d'ailleurs dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, par rapport au départ que vous signalez, qui sont nombreux de cadres, moi qui côtoie énormément d'entreprises, j'en ai d'ailleurs. Nous aussi, toutes les entreprises aujourd'hui sont touchées par ce turnover qu'on n'avait pas. Qui avait beaucoup moins, et je pense que la fonction publique était vraiment ne connaissait pas ça parce qu'il y avait ce fameux métier de fonctionnaire qui permettait aux gens de rester et vouloir rester. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Après le Covid, on s'est rendu compte que les gens pensaient à autre chose, avaient envie d'autre chose, et aujourd'hui, toutes les entreprises sont touchées par du turnover qu'on n'a jamais connu. Moi, la première qui est une petite équipe où c'est très très familial et je peux vous dire qu'on fait tout, absolument tout pour nos salariés. On a des turnovers et on comprend pas. Ils ont juste envie de voir autre chose. Ils ont pas de reproches forcément à faire. Ils veulent juste voir autre chose. Donc en fait, effectivement, aujourd'hui, la fonction publique rencontre les problèmes de chefs d'entreprise, comme il y en a beaucoup. Et c'est pas pour ça qu'il faut accuser ou s'imaginer que si on part, c'est forcément parce qu'on est mal. On part aussi parce qu'on a envie de découvrir autre chose. Je pense que l'effet Covid a donné beaucoup. En fait, toutes les entreprises sont touchées. Donc, malheureusement, notre mairie ou notre agglomération aussi. Bien entendu, je ne minimise pas s'il y a des agents qui sont pas bien, et c'est le cas, puisque
puisque des syndicats s'y intéressent et que c'est forcément le cas, mais voilà, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça dans les débats. Monsieur Bette. Madame Ferreira, et je le dis à Madame Busson aussi, accordez-moi de n'avoir accusé personne et de n'avoir mis en cause personne, mais d'avoir posé un sujet, d'avoir posé un problème, parce que c'est un problème important. Alors certes, c'est à l'aune de ce qui s'est passé et de ce qui se passe à la communauté d'agglomération, mais encore une fois, il y a aussi des difficultés au sein des services de notre ville. Moi, je considère qu'il est de mon devoir, de notre devoir, de l'évoquer, de mesurer l'ampleur des difficultés et de participer à la résolution de ces difficultés. C'est le but de mon intervention et je crois l'avoir exprimé de façon non polémique et de façon factuelle. Voilà. Le problème est posé, je souhaite que l'on en reparle au sein des instances prévues par le droit de la fonction publique, bien entendu, mais qu'on en parle aussi de façon plus informelle, de façon à ce qu'il y ait des solutions qui soient apportées à des agents. Bon, je vous dis encore une fois, j'en ai rencontré quelques-uns qui sont en situation de grande souffrance. Voilà. Donc le problème est posé ce soir, et pas seulement ce soir, mais est posé notamment ce soir. Je souhaite que l'on ait un suivi aussi précis que possible de ces difficultés et de la gestion des personnels de la ville. Entendu des agents se plaindre, enfin vous avez connaissance, comment ça se fait que vous n'êtes pas intervenu avant pour en parler, parce que là je me dis si effectivement vous êtes au courant d'un mal-être et que vous ne bougez pas, je trouve ça surprenant. Vous n'avez pas dû écouter, puisque j'ai dit à Madame Busson tout à l'heure que j'étais déjà intervenu au sein du conseil municipal. Madame Busson l'a d'ailleurs confirmé, donc ce n'est pas la première fois que j'interviens. Voilà. Et on m'avait dit à l'époque, non, il n'y a aucun problème. Voilà. Je schématise et ne prenez pas en mauvaise part ce que je dis, Madame Busson, ce n'était pas vos propos littéraux, mais ça voulait dire ça. Bon. Il se trouve que il y a des difficultés. Donc, je repose le problème. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Et en commission du personnel, Madame Tirard a aussi évoqué le sujet. Voilà. Donc, je souhaite que sur un dossier comme celui-là, sur un sujet comme celui-là, sur une difficulté comme celle-là, on ne fasse pas la politique de l'autruche, parce que la politique de l'autruche, c'est la pire des politiques sur ce genre de choses. Madame Tirard, est-ce que vous confirmez en commission du personnel avoir fait état de situations comme celle-ci? Vous pouvez prendre la parole. En commission du personnel, non, je suis avec Monsieur Ranchin et c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler, mais ceci dit, en comité technique, je pense que j'en parlerai. Oui, bien sûr, parce qu'on se voit à chaque fois et vous n'en parlez pas, donc c'est le moment ou jamais de le faire, enfin c'est le lieu. Oui, tout à fait. Monsieur Ranchin. En commission du personnel, j'ai posé la question plusieurs fois lorsqu'on avait des remplacements de postes. Pourquoi on avait de tels départs au sein de la collectivité. À l'époque, je me souviens d'une réponse de Monsieur Carreau qui m'avait dit, vous savez, Monsieur Ranchin, dans les entreprises, on a du turnover. Maintenant, les collectivités publiques sont au même diapason que les entreprises privées. Et nous subissons le manque de personnel ou les offres d'emploi aujourd'hui non pourvues dans le privé pour pouvoir, j'allais dire, ce qui justifierait l'action, dont le départ de ces agents.
Je lui avais répondu une chose puisque je travaillais sur un dossier à cette époque-là. Il faut savoir que la nouvelle génération aujourd'hui, ce n'est pas forcément le salaire qui est un élément déclencheur. Je vais terminer. Qui n'est pas forcément un élément déclencheur d'une mutation ou d'un changement de vie. C'est aussi tout un ensemble que l'on peut avoir dans son cadre de vie professionnel, c'est-à-dire avoir une ambiance. Soit le salaire est un élément, mais ce n'est pas que cet élément si on a au sein de l'entreprise ou le lieu où on travaille une écoute et une attention, j'allais dire, au sein de cet organisme. Voilà. On avait abordé le sujet à cette époque-là. C'est vrai que, et Madame Busson, à chaque fois, nous apporte toutes les explications nécessaires et utiles pour la compréhension, puisque je suis quand même toujours surpris de voir le nombre de postes que l'on doit remplacer. Alors, soit c'est une collectivité qui a du personnel, mais on a quand même régulièrement des gens qui veulent aller voir si l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Alors voilà, ce qu'a dit tout à l'heure Guénaël Huette, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il ne faut pas attendre demain matin qu'il y ait une grosse signal d'alarme, une grosse sirène qui sonne comme ça a sonné à la communauté d'agglomération pour pouvoir se dire mince, on aurait dû faire la même chose à la ville. Aujourd'hui, bon, écoutons, aidons, et puis ce que je vous ai dit, Monsieur le Président, à la communauté d'agglomération, je le répète, nous sommes des élus, il y a des agents qui sont avec nous pour j'allais dire, servir d'interlocuteur auprès de la population. Si nous donnons une qualité de vie au travail, j'allais dire, correcte à ces agents, nous aurons derrière un service rendu à la population qui sera exemplaire. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas actuellement, mais qui pourrait être encore peut-être meilleur dans certains cas. Et si nous ne le faisons pas, eh ben, c'est au détriment de ce que l'on recherche par rapport aux habitants de la commune nouvelle. C'est tout. Alors, c'est très intéressant cette discussion, très heureux qu'elle ait lieu. Je rappelle quand même que tout départ, quelle que soit la raison, et en l'occurrence, si on évoquait les départs qui ont été, je vais dire, sous-entendus dans les délibérations du soir, ce sont soit des rapprochements de conjoints, soit, lorsqu'il s'agit de mobilité interne, des opportunités saisies par des agents. 90% des cas, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, je peux vous assurer qu'on n'a pas énormément de mal à recruter ensuite. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais j'en profite. Il y a derrière moi une jeune femme, donc Sophie Le Breton, qui peut peut-être se lever pour qu'on repère son visage, qui a été accueillie dans la collectivité il y a quelques jours, au début de ce mois, pour occuper les fonctions de directrice adjointe en charge des ressources, donc ressources humaines et finances. Et Sophie Le Breton, en fait, connaît bien la région, puisque après avoir travaillé pendant plusieurs années à Granville, puis après être devenue pendant quelques mois, pas tout à fait quelques années, DGS de la commune de Ducé, vient chez nous. Et je ne pense pas, pour en avoir discuté avec mes collègues de Ducé, que Madame Le Breton soit partie fâchée de la collectivité d'où elle vient, loin s'en faut. Donc il y a une mutation ordinaire des agents selon les opportunités. Voilà, c'est la vie. Et comme cela a été dit notamment par Angélique Ferrat et d'autres personnes, eh bien nous sommes face à des générations d'agents qui aiment bouger et qui aiment expérimenter différents métiers. Moi, je connais des agents qui me disent, moi, au bout de 3 ans, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour de ce métier, et je passe à autre chose. Voilà, c'est une réalité avec laquelle nous devons composer. Et puis, autre raison aussi de ces mutations,
et parfois de ces difficultés à recruter, c'est qu'il y a de moins en moins d'agents à l'échelle nationale qui sont intéressés, ou en tout cas de personnes qui sont intéressées par les métiers de la fonction publique territoriale. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont des métiers qui sont aujourd'hui très mal rétribués. Et s'ils sont mal rétribués, c'est pas la faute de la commune ou de l'EPCI ou du département ou de la région, c'est parce que les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale sont pas extrêmement valorisées. Si on les compare à d'autres grilles indiciaires, je pense notamment à la fonction publique hospitalière ou à d'autres. Voilà, donc en effet, et on pourrait évoquer la question des petites communes et de leurs secrétaires de mairie. À l'échelle de la communauté d'agglomération, il y a dans les 2 ans qui viennent plus d'une vingtaine de communes qui vont se retrouver sans secrétaire de mairie, sachant que bien souvent, c'est la même secrétaire de mairie qui travaille pour 2 voire 3 communes. Et là, en l'occurrence, c'est bien le travail du CNFPT, du Centre de gestion de la fonction publique territoriale, de former des gens pour exercer ces métiers qui sont indispensables pour faire vivre nos communes rurales. Voilà. Bien. Donc, nous avons fait le tour de la question. Pas tout à fait, Monsieur Vette. Je l'entends et ça me semble juste, mais je vous dis et je vous redis, ne vous cantonnez pas à des explications globales, à des explications générales. Ce que vous venez de dire est juste sur la rémunération dans le cadre de la fonction publique territoriale, ce n'est pas une raison pour ne pas regarder à notre niveau, au niveau de la ville d'Avranches, s'il n'y a pas des difficultés autres, des difficultés différentes de celles-là. On ne peut pas non plus avoir toujours des macro-explications, faire aussi de la gestion au plus proche et puis analyser les difficultés que peuvent rencontrer telle ou telle catégorie d'agents. Je crois que c'est nécessaire aussi. Eh bien, je m'engage dès mercredi matin, puisque mercredi matin, j'irai visiter un service de la commune, à poser systématiquement la question que vous avez levée ce soir. Voilà, je vais prendre, sur ce temps qui est récurrent, le temps de discuter avec les agents, de leur poser la question. Voilà, puis de toute façon, quand j'y suis dans les services, bien, je suis accompagné avec l'élu ou les élus qui sont référents, en tout cas qui fréquentent les agents en question, le directeur général des services et puis la directrice générale adjointe en charge des ressources. Donc on prendra le temps de manière récurrente, de manière hebdomadaire, comme nous le faisons déjà depuis de nombreux mois, de discuter avec les agents et d'évoquer ce point que vous avez soulevé ce soir. Je m'y engage. Bien, donc à l'ordre du jour, il y avait la question des délégations au maire, donc selon les articles ordinaires du CGCT, donc 3 points. Un point donc du 11 juillet de cette année, il s'agissait d'un arrêté modificatif portant sur la création d'une sous-régie de recettes pour l'encaissement des droits d'entrée au musée de la ville d'Avranches et des produits de la vente d'articles de la boutique du musée, bien évidemment. 27 juillet, donc décision du maire relative à la signature de l'avenant numéro 2 au lot numéro 1, gros œuvres, enduit du marché de travaux de réhabilitation et d'extension de la salle polyvalente de Saint-Martin-des-Champs, et un avenant numéro 12, donc le 19 août, au contrat de location en date du 25 juillet 2022, conclu avec Norbert Juin pour prolonger d'1 année la durée de la location d'une parcelle de terrain située au lieu dit l'élan de Val-Saint-Père. Donc cet avenant prend effet à compter du 13 mai 2022 pour une durée d'1 année, moyennant un loyer annuel de 230 €. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie de votre participation, de votre présence, et je vous souhaite une très bonne soirée.